Entreprendre sans mythe, un regard à 360 degrés sur l'actualité liée à l'entrepreneuriat, les acteurs qui la font et les parcours qui se dissimulent derrière les gros titres. Une émission présentée par Dominique Gilbert et proposée par The Africa Business Index, une plateforme dédiée à la mise en avant des initiatives entrepreneuriales en Afrique et au sein de la diaspora africaine. Cette émission, tout comme le magazine, met en lumière les success stories et dresse les profils des entrepreneurs à travers le continent. Aujourd'hui, nous accueillerons deux dames. Sophia Traoré dans la première partie et Livia Gabo dans la deuxième partie de notre émission. Ces dames qui apposent leurs empreintes dans le monde de l'entrepreneuriat vont tour à tour nous entretenir sur le thème « Comment recruter et fidéliser son premier collaborateur en tant qu'entrepreneur ». Aujourd'hui, nous accueillons une dame qui d'une expérience en gestion des talents. Elle est pétrie de finesse, une qualité qui lui permet de dénicher des perles rares pour assurer les responsabilités les plus délicates. Durant les 30 prochaines minutes, nous suivrons Sophia Traoré, puisqu'il s'agit d'elle qui a, à travers ses fortes compétences, créé un impact réel dans la vie des personnes qu'elle recrute. Alors, bonjour Sophia, comment tu vas aujourd'hui? Bienvenue parmi nous. Bonjour Dominique, ça va bien? Ça va super bien, par la grâce de Dieu. Alors, peux-tu te présenter rapidement pour nous? Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, mon nom est Sophia Traoré. Je suis spécialiste en acquisition de talents. Je suis aussi la fondatrice d'une structure qui s'appelle People Formation, où nous accompagnons en fait des particuliers dans leur développement de carrière. Donc, on parle de réorientation de professionnels, on parle aussi de l'aspect entrepreneurial, donc des personnes qui ont des projets, qui veulent mettre en place en fait des projets, ils ont besoin de soutien, d'accompagnement. On les accompagne aussi dans ce beau défi-là. Donc voilà, c'est un peu moi. D'accord, merci pour cette jolie présentation avec un parcours assez époustouflant. Alors, en tant qu'entrepreneur, Sophia, s'il vous plaît, dis-nous, quels sont les principaux critères à considérer lors du recrutement de son propre collaborateur? Déjà, il faut savoir que pour pouvoir bien recruter un collaborateur, quelqu'un qui sera justement demain son collaborateur, il faut voir les valeurs communes. C'est très important. Parce que lorsqu'on bâtit une entreprise, on bâtit une entreprise avec un ADN. On bâtit une entreprise avec des valeurs propres à nous, qu'on aimerait justement s'appuyer sur ces valeurs-là pour avancer dans l'entreprise. Donc, c'est important de trouver en fait quelqu'un qui partage en fait ces mêmes valeurs-là que nous. Donc, ça, c'est la première chose à prendre au sérieux. La deuxième chose aussi à regarder, c'est au niveau des expériences. Donc, qu'on veuille ou pas, le référencement, c'est quelque chose de très important. Donc, avoir un collaborateur, c'est quelqu'un qui va venir nous aider dans la tâche. Donc, c'est quelqu'un qui est censé avoir des compétences, qui est censé avoir quelques expériences. Et donc, qu'il soit, enfin, le futur collaborateur, qu'il soit à l'aise à nous donner des références de là où il a travaillé. Peut-être que lui aussi, il avait bâti une entreprise, peut-être qu'il n'a pas fonctionné ou qu'il a travaillé pour certaines entreprises. C'est important de connaître en fait le background de la personne qui deviendra en fait notre collaborateur. Et en dernière position, c'est au niveau des diplômes. Pourquoi je mets les diplômes en dernière position? C'est parce que aujourd'hui, c'est bien d'avoir les diplômes. C'est très, très bien d'aller à l'école, d'évoluer, tout ça. L'éducation, c'est très important. Mais il faut savoir que l'éducation, ça se fait pas uniquement dans le volet école. C'est pas parce que t'as un master dans un domaine que ça veut dire forcément tu seras bon gestionnaire, par exemple. Donc, pour moi, les diplômes vont vraiment à la fin. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est ces 3 points-là. Alors, c'est parfait. Donc, il faut avoir le know-how, si je peux dire ça ainsi. Il faut connaître la personne, avoir des affinités. Et bon, en principe, enfin, avoir son CV, son parcours, cursus scolaire, si on peut le dire ainsi. Alors, on navigue souvent entre les termes start-up et petite entreprise. Différence entre les deux.
Bah oui, justement, il faut savoir qu'une petite entreprise et une start-up, c'est pas la même chose. Une start-up, c'est une petite entreprise. Mais une petite entreprise n'est pas une start-up automatiquement. Parce que lorsqu'on parle de start-up, on parle d'une entreprise qui vient apporter une innovation. C'est ça le but en fait d'une start-up. C'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose de nouveau. Donc, on, on, on fait beaucoup d'amalgames, on fait beaucoup d'erreurs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui démarrent une entreprise et qui se prénomment automatiquement start-up. Mais non, être une start-up, ça veut dire que as commencé à, tu as mis en place en fait quelque chose d'innovateur, quelque chose qu'on n'a pas encore connu. Voilà. Et donc, tu as une entreprise qui est en train de se développer. Bon, on t'appelle start-up à cause de ça. C'est vraiment pour ça qu'on appelle. Maintenant, ben, les petites entreprises, comme on le sait tous, une petite entreprise, c'est une entreprise qui varie, on va dire, entre 0 et 10 employés. Voilà, c'est ça les petites entreprises. Donc, c'est ces deux, il y a une différence en fait entre les deux. D'accord. Merci pour la différence. Quelles méthodes de recrutement sont les plus efficaces pour attirer des talents dans une petite entreprise selon toi? Moi, je dirais qu'il faut maximiser sur la créativité. Donc, il faudrait que la petite entreprise, pour se démarquer des multinationales et tout ça, il faudrait qu'elle soit créative. Donc, créative dans son approche au niveau de la description du poste qu'on aimerait afficher. Ça, c'est le premier point. Mettre en avant le fait que lorsque tu travailles dans une petite entreprise, tu es automatiquement une personne qui va évoluer assez rapidement. Voilà, parce que tu fais partie en fait des pionniers entre griffes, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile en fait d'évoluer lorsqu'on est en petite entreprise. Il faut aussi mettre l'accent sur les responsabilités. Parce qu'en petite entreprise, on a besoin de toucher un peu à tout. Parce qu'on n'a pas le budget pour se permettre d'avoir un département de comptabilité, un département de TI, etc. Donc, si toi, par exemple, tu as un background en TI, mais que tu as une facilité avec les chiffres, tu pourras justement jouer à ce niveau-là. Je donne un exemple. Je travaillais dans une petite entreprise, justement, et la directrice des finances était aussi la directrice des TI. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un parcours en comptabilité, mais après, elle s'est réorientée en TI. Donc, ça lui permet de gérer, en fait, deux volets. Mais ça, pourquoi elle a cette possibilité-là? C'est parce que, justement, l'entreprise est petite. Habituellement, les grandes entreprises, tout est déjà bien défini. Tu viens, tu as tes responsabilités, on t'a nommé pour tel poste et that's it. Et c'est tout. Mais pour une petite entreprise, tu peux toucher un peu à tout, tu peux évoluer assez rapidement. Donc, c'est important de jouer là-dessus. Euh, c'est important aussi de vraiment faire comprendre dans euh, comment on appelle ça, dans la tête de la personne qui applique, la personne qui aimerait travailler dans cette petite entreprise, que elle va, je l'ai dit tantôt, mais je vais encore le dire, qu'elle va faire partie justement des pionniers. Vous savez, qu'on veuille ou pas, l'être humain aime savoir qu'il a participé à quelque chose, que si je peux me permettre de dire, sa vie a du sens. Voilà, ce qu'il fait a du sens. Donc, c'est important d'appuyer là-dessus, de faire comprendre à cette personne que oui, peut-être que tu aurais, si tu partais dans une multinationale, tu allais avoir un salaire assez euh, intéressant, mais par contre, au niveau de ta capacité à évoluer, au niveau de ta capacité à être reconnu en tant que personne dans l'entreprise, euh, ça sera un peu moins que dans une petite entreprise. En multinationale, la plupart du temps, c'est vraiment les chiffres. Voilà. Donc, il faut vraiment s'appuyer là. Ok. Merci. Selon toi, Sophia, quelles sont les erreurs courantes à éviter lors du recrutement de son premier collaborateur? Franchement, les erreurs à éviter, je dirais que il faudrait pas se fier à l'apparence. Quand je dis il faudrait pas se fier à l'apparence, dans le sens où je prends un exemple basique. Tu décides tu as ouvert ton entreprise qui est en train de bien démarrer et tout.
et tu décides de prendre par exemple ton cousin ou tu décides de prendre ton neveu pour travailler avec toi, te disant que c'est la famille. Il faudrait pas faire comme ça. Il faut vraiment séparer le business de la famille. Effectivement, ton neveu, ton cousin, ton frère pourrait être très intéressant pour toi euh, si tu regardes son background, si tu regardes ses diplômes, si tu regardes ses expériences, etc. Et puis bon, comme c'est ton frère, tu connais aussi sa personnalité, donc tu peux essayer de jauger, voir si il pourrait éventuellement être un bon collaborateur. Mais ça doit pas être un acquis. Il faudrait pas se dire que non, parce que c'est quelqu'un de ma famille, il sera automatiquement un bon collaborateur. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Et malheureusement, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment la plus grande erreur à ne pas faire lorsqu'on veut avoir un collaborateur. On veut se prendre un collaborateur. Alors, après la phase recrutement, il est bon de savoir comment fidéliser ce nouveau collaborateur. Quelles sont les astuces? Ben, pour fidéliser, en fait, ce collaborateur, c'est simple. Il faut déjà le mettre en confiance. Donc, comment on met une personne en confiance? C'est par rapport aux tâches qu'on lui assigne. Moins tu donnes des tâches à une personne, plus tu es en train de faire comprendre à cette personne que tu n'as pas spécialement confiance en son travail. Donc, pour pouvoir fidéliser justement ton collaborateur, surtout qu'il commence à, enfin, il commence avec toi, c'est important de déjà déléguer, lui donner beaucoup plus de responsabilités, lui parler de l'entreprise. Quand je dis parler de l'entreprise, c'est parler de chiffre d'affaires de l'entreprise. Parce que des fois, il y a quand on est des petites entreprises ou start-up, on aime bien cacher ce volet-là. Et moi, je pense que pour fidéliser justement son collaborateur, vu qu'on essaie de voir plus loin sur le long terme, c'est important de lui parler de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quoi, comme on dit, de ne pas lui cacher ce genre de choses. On peut éventuellement ne pas tout dire quand il s'agit des chiffres, parce que c'est délicat, mais il faudrait quand même que le collaborateur sente qu'il est là pour collaborer, qu'il n'est pas juste un employé. On parle de collaborateur, on parle de quelqu'un euh, qui sera un peu comme un partenaire, donc quelqu'un qui va aussi pouvoir donner son avis. Si on a décidé de travailler avec lui, c'est parce qu'on pense que cette personne pourra apporter quelque chose de bien pour faire avancer l'entreprise. Donc c'est important d'être transparent dès le début, de lui confier beaucoup de lui confier en tout cas des responsabilités et aussi de respecter cette personne. Si on veut aller dans le volet plus personnel, c'est-à-dire le volet caractère et tout, c'est important de respecter cette personne, de lui faire comprendre que cette personne est importante, qu'on est content de travailler avec elle, que elle est vraiment bienvenue dans cette entreprise et que ce qu'elle va apporter va pouvoir apporter un boost à l'entreprise, etc. Ça crée des liens. Et si tu me permets, je vais terminer avec ça. Euh, c'est important de justement pour pouvoir créer des liens, de, de, de sortir avec la personne, avoir des moments de détente. Ça vous permet de vous connaître davantage, de savoir en fait elle vient d'où, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime, etc. Ses hobbies, voilà. Donc ça crée des liens et ça permet à cette personne de se sentir vraiment impliquée dans cette entreprise. Ok. Donc, en fait, le concept after work, par exemple, sortir avec un nouveau collaborateur, comme tu le dis, C'est ça. faciliter de Ouais. créer le lien. À ce moment-là, est-ce que ça n'ouvre pas aussi la porte pour aller overstep et créer un petit, je vais dire le mépris en parenthèse, est-ce que ça n'ouvre pas cette porte-là? Comment faire pour que Enfin, le nouveau collaborateur ne dépasse pas la limite, en fait? non, en fait, oui, c'est vrai que ça peut effectivement, dépendamment de si je peux m'exprimer comme ça, dépendamment peut-être de la maturité de cette personne, ça peut créer comment on appelle ça, une familiarité qui ne devrait pas être. Mais en fait, je me dis par expérience, hein,
malgré le fait qu'on fasse des after work, euh, ça ne veut pas forcément dire que tu vas tout connaître de ma vie. En fait. Moi, je vais sur la base que le after work, c'est plus pour se connaître en tant que personne, mais c'est pas pour se dévoiler. Voilà. C'est pour faire mieux en connaissance. Parce que des fois, lorsqu'on est au travail, ben, c'est le travail, il faut se concentrer sur le travail. On peut pas vraiment parler d'autre chose que ce qui concerne le business. Mais lorsque on se voit à l'extérieur du boulot, on peut parler d'autres choses sans pour autant, en fait, rentrer dans les détails. Et je vais donner un petit exemple. Je travaillais dans une entreprise et ma patronne, justement, c'était une personne vraiment très, 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 très bien. Il y a pas de souci par rapport à ça. Mais justement, elle n'arrivait pas à faire la limite. Dans le sens où, lorsqu'on partait au after work, elle, euh, elle buvait beaucoup. Voilà. Elle buvait beaucoup et donc, du coup, elle parlait beaucoup, elle disait tout et tout, tout ça. Mais moi, vu que je savais, parce que j'ai cette maturité-là, je savais que c'est ma patronne. Et je sais que, bon, des fois, peut-être qu'elle a un petit problème d'alcoolisme et tout, tout ça. Je vais pas m'appuyer là-dessus pour commencer à croire que on est pareil. Voilà. Je pense que c'est une question de, de, de maturité et peut-être une question d'éducation. Et euh, dans cet élan de vouloir connaître son collaborateur, ben, le collaborateur dépasse les bornes, ben, au moins on saura, et puis on va se remercier, et on va pas travailler ensemble. Absolument pas. Absolument pas. Alors, quels sont les éléments clés pour créer un environnement de travail motivant pour un nouveau collaborateur? Déjà, pour créer un environnement de travail motivant, il faudrait que les personnes que le collaborateur vient trouver dans l'entreprise soient des personnes motivées. Parce que il faut savoir que l'image de marque d'une entreprise, ce sont ses employés, en fait. Des fois, on a l'habitude de se concentrer sur la description de poste, se concentrer sur certaines choses qui sont très importantes pour l'image de marque, mais vu que moi, je travaille vraiment dans l'image de marque des entreprises, je peux certifier que l'image de marque, ce sont tes employés. Parce que ce sont les employés qui vont dire si l'entreprise est bien ou pas. Nous, on peut faire la publicité, on peut faire beaucoup de choses, mais si les employés n'ont pas l'air heureux, n'ont pas l'air satisfaits, ben écoute, déjà, ça va retracter en fait le collaborateur. Donc, il faut s'assurer que les personnes avec qui on travaille sont déjà dans de bonnes conditions, aiment travailler avec nous, aiment être dans cette entreprise, sont dévouées. Déjà, ça donne aux collaborateurs l'envie de mettre sa main à la pâte, l'envie de travailler, d'apporter quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Et bah, je dirais aussi que le deuxième point qui pourrait éventuellement être important et le mettre à l'aise, c'est au niveau en fait des responsabilités qu'on va lui donner. Parce que comme je le dis, l'être humain a ce besoin-là de se sentir utile. Donc lorsqu'on a un collaborateur, il faudrait qu'il se sente utile. C'est ça le mot. Collaborer, c'est quelqu'un qui va travailler avec nous. Donc, je ne viens pas juste là comme ça pour te regarder uniquement faire les choses. Il faudrait que moi aussi j'apporte ma pierre à l'édifice, mes expertises, etc. Donc, au niveau des responsabilités, au niveau des tâches, ça permet justement aux collaborateurs à se sentir à l'aise et à prendre le bain. Ok. Alors, de par votre expérience, Sophia, quels types de bénéfices ou d'avantages sont les plus appréciés par des employés dans les petites entreprises? Dans les petites entreprises, je dirais que ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir parler de façon rapide et directe avec ses directeurs, avec comment on appelle ça, les personnes au-dessus de nous. Ça, c'est déjà le premier point. C'est intéressant quand tu es employé de savoir que tu peux avoir accès très rapidement à ton directeur. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Le volet aussi familial, voilà. Le volet aussi familial permet euh,
aux personnes de se sentir à l'aise, d'aimer travailler en petite entreprise. Que lorsqu'on est une famille, on fait un peu tout en famille, si je peux dire. Donc, on a l'impression de véritablement appartenir en fait à cette entreprise. On grandit ensemble, on fait des erreurs ensemble, on s'améliore ensemble. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Je ne vais pas m'attarder sur le volet matériel parce qu'habituellement, lorsqu'on est une petite entreprise, tout ce qui est au niveau du budget, le budget n'est pas assez gros. Donc, on ne peut pas tout le temps faire des cadeaux, tout le temps faire des sorties ici et là et tout. Mais vraiment, ce qui intéresse les personnes par expérience, c'est vraiment au niveau des responsabilités, au niveau du fait que c'est très, très rapide de monter en échelon que dans une multinationale. Le fait de se sentir en famille, le fait d'avoir un accès direct avec son directeur, avec ses responsables, etc., c'est ce qui intéresse beaucoup les personnes qui décident de travailler en petite. Alors, merci. Quel conseil donnerez-vous pour maintenir la bonne communication et gérer les conflits ou des potentiels conflits dans une petite Donc, entreprise? d'accord. Donc, en fait, moi, je dirais, il faut toujours privilégier la discussion. On ne le dira jamais assez, mais il y a des personnes qui t'écoutent pour répondre. Elles t'écoutent pas pour comprendre en fait pourquoi tu as réagi de telle ou telle façon. Donc c'est important de pouvoir privilégier la discussion. D'autant plus que nous ne sommes pas nombreux. Donc c'est encore mieux de pouvoir mieux communiquer avec les personnes avec qui on travaille. Donc la communication, privilégier la discussion, euh, clarifier les tâches. Parce qu'effectivement, le petit hic aussi qu'il peut avoir, c'est que vu que c'est une petite entreprise, tu peux être emmené à tout faire à la fois. Et donc, le fait de tout faire à la fois, tu peux te perdre, en fait, dans les responsabilités. Et s'il n'y a pas de limite, tu peux vraiment te perdre, tu peux t'épuiser et tu peux finir frustré. Parce que tu vas te rendre compte que bah, le titre que tu as ne correspond pas spécialement en fait aux tâches et aux responsabilités qu'on te donne. Donc c'est important de clarifier en fait les tâches, de clarifier les responsabilités et de mentionner justement que le fait qu'on soit une petite entreprise, on aura besoin de toi pour telle ou telle chose, mais tout doit être vraiment très clair pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, pour ne pas que deux employés aient l'impression de faire les mêmes choses. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc je sais de quoi je parle. Et donc, ça peut créer vraiment de très, très gros conflits lorsque les tâches ne sont pas du tout claires. Donc, je vais résumer, privilégier la discussion au travers de la communication, ne pas écouter pour répondre automatiquement, mais écouter pour comprendre ce qu'on est en train de dire et aussi clarifier les tâches et responsabilités. Alors, d'accord, merci. Quels sont selon vous les indicateurs à surveiller pour mesurer la satisfaction et l'engagement d'un collaborateur? Oh, les indicateurs sont faciles à identifier, hein. La qualité du travail rendu, voilà. Le taux d'absentéisme au travail, le taux de roulement. Donc, quand on dit le taux d'absentéisme, c'est-à-dire pour tout et pour rien, toi, tu es tout le temps malade, il y a tout le temps quelque chose chez toi à faire, tu ne peux pas rentrer au travail. Il y a toujours quelque chose. Donc, on sent comme un malaise, en fait, de cette personne à rester au travail. Donc là, on sait que déjà, cette personne ne se sent pas à l'aise au travail. Il y a le taux de roulement, c'est-à-dire que tu emploies quelqu'un, au bout de 3 mois, la personne décide de partir et tu te rends compte que ben, la majeure partie des employés que tu as eu à prendre sous tes ailes ben, décident de partir au bout de 3 mois, 5 mois, des fois même un mois. Il faut se poser des questions. Donc, le taux de roulement, le taux d'absentéisme, ça, c'est vraiment quelque chose, faut vraiment pas rigoler avec. Voilà. D'accord. Donc, travailler avec des gens, c'est pas toujours aisé, c'est pas toujours facile. Donc, C'est ça, effectivement, c'est pas toujours oui, évident. Et puis,
lorsque la personne, tu sens que la personne n'est plus vraiment impliquée, lorsqu'il y a des réunions, il y a toujours quelque chose, non, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est déjà révélateur en fait que cette personne est sur le dépôt. D'accord. Alors, pouvez-vous nous partager des exemples concrets de stratégies de fidélisation réussies mises en place dans des petites entreprises par vous? Je dirais par expérience, et je vais donner ma dernière expérience à date, au niveau de la fidélisation, on a décidé de travailler sur la formation. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on a emmené un coach en entreprise qui nous a expliqué un peu les différentes personnalités qu'on peut avoir en entreprise, pourquoi telle ou telle personne peut réagir comme ça, comment on devrait répondre lorsque telle personne réagit comme ça parce qu'on connaît sa personnalité, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. Pourquoi? Parce que les gens ont pu s'ouvrir. Voilà, ils ont pu s'ouvrir pour parler de leur frustration, parler de ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont pu aussi comprendre en fait les différentes personnalités avec qui ils interagissent et tout. Et je peux vous assurer que lorsque on comprend la personne en face de nous, c'est beaucoup plus facile de rester en fait fidèle au travail. Parce qu'on ne prend plus les choses personnelles. On se rend compte que en fait non, elle est comme ça. Lorsqu'elle me demande, lorsque par exemple, Sophia me demande de faire un travail, c'est parce qu'elle le veut maintenant. C'est pas parce qu'elle veut absolument me stresser ou bien absolument m'opprimer. Donc, franchement, je trouve que donner ce genre de formation en entreprise pour la fidélisation, c'est hyper, hyper important et il y a de très, très beaux résultats. Après, comme je dis au début, il y a tout l'aspect de donner encore plus de responsabilités aux gens, de valoriser en fait le travail qu'ils apportent, de ne pas trop se concentrer sur ce qu'ils ne font pas bien. Et il faut comprendre une chose, en ressources humaines, surtout lorsqu'on doit parler à un employé et tout, c'est très important de commencer par ce qu'il fait de bien et non de tout de suite lui dire tu n'as pas fait ci, on t'attendait ici, tu n'as pas rendu ce travail, etc. Il faut toujours mettre sur la table les choses qu'il fait de bien et par la suite lui parler de ce qu'il devrait éventuellement améliorer. Cette personne se sent respectée et se sent écoutée et ça lui permet justement d'avoir le désir de rester dans cette entreprise. Et comme je disais encore au début, il y a toujours le volet pionnier. C'est-à-dire le fait de savoir que tu as commencé quelque chose avec quelqu'un et que tu es en train de bâtir quelque chose, ben, c'est une satisfaction qui te permet justement de rester quand des fois il peut y avoir des frustrations et tout ça. Tu penses au fait que tu as trop mis dans cette entreprise pour quitter maintenant. Donc voilà, c'est important. D'accord. Alors, Sophia, dites-nous, comment gérez-vous l'échec? Ben, en fait, je dirais que avant, je gérais l'échec très, très mal, dans le sens où j'associais en fait l'échec à ma personne. Donc, du coup, mon ego prenait vraiment un coup et ça faisait que c'était compliqué pour moi de me relever et de voir un peu plus loin un meilleur avenir ou un meilleur futur. Mais j'ai arrêté en fait de voir ainsi. Je me suis rendu compte que entre ce que je fais et ce que je suis, il y a une différence, il y a un gap. Voilà. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose qui n'a pas fonctionné que ça veut dire que moi, je suis un échec, en fait. Et dès que j'ai eu ce déclic-là, j'ai accepté l'échec parce que l'échec fait partie de la vie. C'est un tremplin, ça nous permet justement de s'ajuster, de mieux faire et ça nous rappelle aussi notre humanité, si je peux dire ça comme ça. Donc maintenant, franchement, je le prends très, très bien. D'accord. Là, nous sommes à la phase question détente pour vraiment détendre l'atmosphère dans cette émission. C'est pour ça que Ouais. tu as déjà répondu à comment gérer l'échec. Alors, dites-nous, Sophia, quelle célébrité choisirez-vous comme mentor et pourquoi? Ben, je vais rester dans le cadre en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y a une célébrité même en particulier. Bon, célébrité, c'est relatif, mais en tout cas,
il y a quelqu'un qui, pour moi, est un modèle. Et si j'ai l'occasion vraiment de pouvoir le rencontrer et qu'il devienne un mentor pour moi, ça serait super, super, super pour moi. Donc, il s'appelle Yoman, coach Yoman Jean-François. C'est un coach éthique en Côte d'Ivoire. Il est vraiment connu en Côte d'Ivoire et j'aime vraiment les valeurs qu'il apporte, euh, le charisme qu'il dégage et tout. Donc, vraiment, ça, c'est la première personne. Et à l'international, je dirais le coach Tony Robbins, qui est coach en développement personnel, mais plus au niveau des affaires. Voilà, plus au niveau du business. Je trouve qu'il est très, très inspirant de par sa manière d'être résolu, d'être discipliné. C'est vraiment quelqu'un que j'admire aussi de très loin. Alors, merci. On a une dernière petite question assez. Êtes-vous McDo ou Burger King et pourquoi? On fait surtout pas de publicité, hein. On fait pas de publicité. On veut juste savoir qu'est-ce que Sophia aime. Je suis McDo. Non, Ok. parce que en fait, McDo, c'est la base. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leurs frites, mais McDo, c'est la base, quoi. Peut-être que le Ok. burger, des fois, tu peux te poser des questions, mais les frites de McDo, là, c'est ça. Alors, merci Sophia. Notre échange était assez convivial. Nous sommes parvenus au thème de la première partie de notre émission Entreprendre sa route. Donc, bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler d'une très belle thématique. Donc, je suis Livia, conseillère en entrepreneuriat, et aujourd'hui, je vais participer avec vous à cette émission. Donc, la thématique, comment recruter et fidéliser son premier collaborateur en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est une question assez intéressante, effectivement. Donc, on se retrouve un petit peu dans le stade où on est une entreprise en démarrage. Donc, on va normalement chercher à bien s'entourer. Eh bien, il y a des étapes vraiment à valider en premier. La première étape, c'est que un beau jour, on a trouvé l'idée de son entreprise. Donc, cette idée, on sent que c'est celle-là qu'on a envie de créer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape importante pour pouvoir bien s'entourer, eh bien, c'est de créer le fameux document plan d'affaires. Il y a deux écoles, comme d'habitude, soit des écoles qui sont pro plan d'affaires et d'autres non. Moi, je vous dirais que le plan d'affaires, c'est d'abord et avant tout un outil pour pouvoir valider que votre idée d'entreprise, elle est bien établie, qu'elle est correcte, qu'elle répond à un marché et surtout, ça vous permet aussi de le travailler vous-même, notamment sur le point justement des ressources humaines et des collaborateurs et de l'équipe. Donc, on va structurer ce plan d'affaires et on va faire en sorte qu'il soit audible à d'autres personnes. En général, on pense qu'on crée un plan d'affaires simplement pour aller chercher du financement, mais là, vous allez pouvoir utiliser votre plan d'affaires pour justement motiver des personnes à venir participer à votre projet d'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième étape importante, l'écriture du plan d'affaires pour qu'il puisse être audible à de potentiels nouveaux collaborateurs. La troisième étape, eh bien, dans le plan d'affaires, quand vous le créez, il y a une section qui s'appelle l'équipe. Donc, cette section-là, elle est très importante, tout dépendant du type de projet. Souvent, dans les projets technologiques, les investisseurs, pour vous prêter de l'argent, vont regarder la constitution de l'équipe pour être sûr que vous puissiez vous rendre aux étapes subséquentes. Donc, l'équipe, comment on constitue et puis comment on évalue quelle sorte de coéquipier on a besoin d'avoir. Ben, simplement, d'abord, on jette sur le crayon, c'est quoi les personnes dont on a besoin. Donc, on évalue ses forces à soi. Puis ensuite, on regarde un petit peu les différentes parties prenantes importantes pour pouvoir porter le projet plus loin. C'est sûr que on est en phase de démarrage, donc on n'a pas l'argent pour payer les collaborateurs en général au début. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est d'identifier les collaborateurs cruciaux pour démarrer. Et ça, c'est pas simplement un exercice où on jette finalement sur le papier son idée. Ce qui est important, c'est également dans le plan d'affaires, vous avez une étape où vous devez aller évaluer la concurrence ou au moins les inspirants, donc les entreprises qui ont à peu près le même modèle que vous.
le même modèle d'affaires. Donc là, souvent, ces entreprises-là, tout dépendant de leur stade d'évolution, vous allez pouvoir étudier de près les entreprises qui ont un stade d'évolution qui se rapproche au vôtre. Par exemple, des entreprises qui ont peut-être 2 ans, 1 an d'existence, pour valider la composition de votre équipe, sont intéressantes à aller valider. Donc là, vous allez pouvoir identifier quels sont les collaborateurs dont elles ont présentement, qu'elles ont acquis présentement pour pouvoir fonctionner au bout de 2 ans d'existence. Et parmi ces collaborateurs, vous allez pouvoir choisir les collaborateurs cruciaux. Donc, je vous donne un exemple. Si vous partez une entreprise en technologie de l'information, mais que finalement, vous n'êtes pas vous-même le programmeur, un collaborateur crucial, ce sera sans doute le programmeur. Peut-être que vous avez aussi besoin d'une personne pour la communication marketing et puis c'est pas votre fort. Dans ce cas-là, c'est peut-être un autre collaborateur aussi à identifier. Mais il se peut que vous n'ayez pas les moyens de pouvoir recruter ces collaborateurs dès le départ. Donc, il va falloir choisir lequel des deux vous portera à l'étape suivante et étudier plus profondément le profil souhaité de ce collaborateur. Alors, comment on fait? Bien, par la suite, si par exemple vous avez identifié que vous aviez besoin d'un programmeur pour pouvoir constituer votre application, c'est un exemple, il va falloir aller chercher des offres d'emploi typiques pour ce type de profil et les étudier pour pouvoir véritablement être capable de recruter adéquatement. Donc, il y a plein de sites justement pour des offres d'emploi. Puis l'idée, c'est d'aller en cibler quelques-unes, puis répertorier quelles sont les exigences et les critères en général demandés pour ce type de profil. Par la suite, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder s'il existe des programmes ou des subventions offertes pour pouvoir accueillir ce type de collaborateur, du moins pouvoir payer une partie du salaire de celui-ci. Donc, ça existe. Il y a beaucoup de subventions, par exemple, dans le cadre du marketing, où des fois, il va y avoir des subventions pour pouvoir permettre à des stagiaires d'intégrer une entreprise. Puis, la subvention va pouvoir couvrir la moitié du salaire du stagiaire. Donc ça, c'est important de faire cette vigie-là parce que ça va vous permettre de vous entourer à moindre coût pour pouvoir démarrer. L'autre élément, c'est où se situe ce type de collaborateur. Donc si, par exemple, je reprends l'exemple du programmeur, souvent on va les trouver dans des écoles d'ingénieurs. On va les trouver peut-être sur des sites où ils vont se lancer en freelance, peut-être. Mais là, l'idée, c'est d'aller localiser où est-ce qu'on trouve ce type de collaborateur et d'aller simplement, fréquemment ou à une certaine fréquence, en tout cas, réseauter dans ces milieux-là. Donc, ça va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'un programmeur pense, si vous n'êtes pas du tout technique, et puis surtout de voir comment ça marche. Vous allez pouvoir aussi réseauter avec certains, pouvoir juger des compétences des uns et des autres, et donc calibrer à ce moment-là l'offre d'emploi et les critères recherchés pour pouvoir bien vous entourer. Si jamais tout ça, là, pour le moment, vous n'avez toujours pas partagé d'offres d'emploi. Vous n'avez pas mis non plus d'offres de stage ni rien. Donc, pour le moment, on ne sait rien. Vous êtes le seul maître de votre plan d'affaires. Sachez qu'il y a une étape cruciale avant d'aller partager des informations, c'est de les protéger. Donc, l'idée de votre entreprise, elle est précieuse, c'est la vôtre. Si vous voulez que par après, la valeur de votre entreprise puisse demeurer, il faut penser à ces éléments de protection. Donc, il est vrai que c'est bien de partager des idées, mais c'est bien aussi de les protéger pour pouvoir les garder et en vivre. Donc, les spécialistes intéressants, c'est les avocats, c'est les notaires. On reste toujours à l'échelle du Québec sur ces conseils-là. Puis oui, ça coûte des frais, mais vous ne pouvez pas partir en affaires ou vouloir être indépendant ou vouloir vivre de votre projet d'entreprise si vous n'êtes pas capable de payer minimalement ces spécialistes-là qui vont faire en sorte de valoriser votre entreprise. Donc, ce qui est très important, c'est au démarrage de commencer également à penser à votre budget personnel, au budget de votre entreprise et à commencer à mettre de côté si vous n'avez pas de capital. Parce qu'hélas, les subventions à outrance, ça n'existe pas beaucoup dans des entreprises en démarrage non plus. Enfin, si jamais vous identifiez que votre collaborateur, il est bien trop cher pour votre entreprise, en tout cas pour le démarrage de votre entreprise, bien, ce n'est pas du travail de perdu. Vous avez identifié quel type de professionnel devrait travailler avec vous. Vous allez peut-être pouvoir aller chercher des mentors de ce calibre pour pouvoir vous orienter dans votre idée d'entreprise.
pour pouvoir également vous assister dans le choix de certains collaborateurs. Donc, on n'a pas les capacités de se payer cette expertise-là, de se payer ce programmeur-là. C'est pas grave. On peut peut-être aller essayer d'aller chercher des programmeurs comme mentors, du moins des personnes qui ont de l'expertise dans ce domaine qu'on ne possède pas. Puis là encore, se protéger avant pour être sûr qu'on garde encore le monopole de son entreprise, du moins pour le démarrage. Un collaborateur associé, en général, comment on le fait rentrer? Ça va être un collaborateur qui va accepter de travailler avec vous gratuitement dans les premiers temps parce que votre entreprise ne génère pas de revenus. Donc, ça doit être un collaborateur qui doit être aussi passionné que vous, du moins qui doit être capable de donner autant d'heures que vous pour pouvoir mener à bien le projet dans sa spécialisation. Donc, là encore, on rejoint un petit peu ce que Sophia nous a présenté précédemment, c'est que une entreprise familiale, ça va jamais bien loin si la personne membre de votre famille ne peut pas vous apporter quelque chose de plus. Et là encore, on n'est pas dans un apport en capital, on est dans un apport d'expertise. Donc, vous avez vraiment besoin de trouver une personne qui va être capable de se donner autant que vous dans le projet, mais sur un autre volet. Puis, prenez le temps d'aller chercher votre collaborateur. Donc, oui, il y a des deadlines, oui, il y a des subventions à remplir, oui, il y a des concours d'entreprise super intéressants, il ne faut pas louper la cohorte, etc. Mais toujours est-il que votre entreprise, si vous ne choisissez pas la bonne personne qui va travailler avec vous, c'est des problématiques pour la suite. Il y a plein de paramètres à valider avec des spécialistes comme des avocats et des notaires, plein de paramètres auxquels nous, on ne pense pas. Mais l'aventure entrepreneuriale, il faut quand même la paramétrer, la calibrer, puis il faut prendre le temps de bien s'entourer. Bref, c'est comme un mariage, là. On fait attention de valider avec qui on s'engage. Bien, votre collaborateur, c'est la même chose. Si vous ne sentez pas que cette personne sera capable de vous accompagner dans toutes sortes de péripéties par la suite, les péripéties que va rencontrer votre entreprise, signez pas. Et pour pouvoir se dérober d'un collaborateur associé qui finalement ne travaille pas adéquatement, c'est juste des contrats bien ficelés, c'est-à-dire c'est juste les résultats des conseils des spécialistes mentionnés avant, avocats, notaires, qui pourront vous aiguiller pour éviter de perdre la main sur votre entreprise. Donc, en gros, prenez le temps, faites bien votre plan d'affaires, identifiez les ressources cruciales qui vous aideront sur les étapes de démarrage, allez chercher des offres d'emploi existantes, valider les acquis, valider les références, comme disait Sophia, valider les expertises, prenez le temps, prenez plusieurs rencontres avec plusieurs collaborateurs, avec vos collaborateurs avant de les signer et de les engager dans votre projet. Puis prenez le temps, mais surtout faites un travail bien exhaustif pour être sûr de bien vous entourer. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette émission. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire également. Je vous souhaite une très bonne journée. Nous séparer, on a besoin d'un mot de fin, la part sur le sujet. Qu'est-ce que je dirais comme... D'accord. D'abord, je vais prendre le temps de te remercier, Dominique, pour cet accueil chaleureux. Merci d'avoir pensé à moi pour ce sujet qui est super intéressant et comme tu peux le remarquer, qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne beaucoup. Alors moi, je dirais tout simplement à une personne qui démarre son entreprise de prendre le temps, comme je disais au début, de prendre le temps pour trouver un collaborateur. Parce qu'un collaborateur, c'est un partenaire et on peut dire que c'est un partenaire de vie. Lorsqu'on décide d'avoir un collaborateur, c'est pas pour le changer maintenant. Donc, faudrait pas qu'on se presse à prendre à embaucher une personne tout de suite. Faudrait pas le faire dans le rush. Prendre le temps de voir si cette personne match au niveau des valeurs, prendre le temps de voir au niveau aussi de la personnalité, si c'est quelque chose qui pourrait fitter et vraiment donner un 100% en fait à cette personne, c'est-à-dire investir dans cette personne pour que cette personne se sente à sa place, qu'elle prenne l'entreprise comme si c'était son entreprise pour pouvoir l'emmener encore plus loin. Donc voilà. Oh wow.
Waouh. Merci, tu es vraiment passionné. T'entendre, on n'a même plus envie de, de s'arrêter. On sent vraiment que tu es passionné. Oui, Merci. c'est ça. D'accord. Merci, merci. Ok, bah, Merci. merci à toi et à D'accord. très vite. Bye bye. Oh, bye bye.